Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, le live du samedi avec un invité, c'est Monsieur David Londi. Monsieur Londi, bonjour. Bonjour. David Londi, vous êtes responsable chargé de la planification et de la gestion des risques au sein du CRC. C'est bien cela, oui. Alors, nous avons reçu il y a quelques jours vos amis sur notre plateau qui venaient présenter en fait cette nouvelle plateforme, une structure qui accompagne aujourd'hui la sortie de crise au Congo. Alors, David Londi, on voit par votre titre que vous gérez les risques. Est-ce que aller au Congo est un risque que vous avez déjà évalué et à combien aujourd'hui? Effectivement, si on se met dans le contexte qu'on va expliquer tout au long de la conversation, tout à fait. Le Congo c'est une dictature. Il ne faut pas se cacher de le dire. Donc c'est risqué d'y s'y rendre. Donc c'est un risque de s'y rendre. Tous Pour les qui démocrates, exactement? Démocrates qui vont dans une dictature risquent leur vie. D'accord. Donc comme ça s'est toujours passé. D'accord. J'espère que nous n'allons pas risquer notre vie en vous recevant aujourd'hui, puisqu'on sait quand même que votre organisation est aujourd'hui, je dirais, attaquée par les assises, puisque le président ou le coordonnateur, le délégué général des assises, M. Nzaba, est sorti pour décrier quasiment, je dirais, une OPA que le CRC aurait faite sur les assises, puisque vous avez quasiment pompé tout le programme afin de vous retrouver aujourd'hui en première ligne. Est-ce que c'est une accusation que vous reconnaissez ou bien vous dites que M. John Bindit Nzaba est à côté de la plaque? Je ne dirais pas, parce que nous, on ne dira rien d'inconvenant envers les autres. D'accord. Envers tous les résistants qui sont sur la place de Paris. Donc pour l'instant... Donc il faudrait tout simplement ce que je vais ajouter. Les mots ont un sens. Quand on dit congrès pour la renaissance du Congo, le mot congrès a un sens. Congrès, ça veut dire une réunion, une assemblée, et non une association ou un parti politique. Donc dans ce cas-là, ça veut dire une réunion. Dans ce cas-là, on s'inspire de toutes les luttes qui ont été menées sur la place de Paris. Et les assises en font partie. Donc toutes ces luttes nous ont amenés à construire une stratégie, à identifier les forces et faiblesses de tous ces mouvements et à établir des plans d'action. Donc là, j'ai entendu que vous avez dit qu'on a pompé leur programme. Non, c'est le résultat depuis de très très longs mois de réflexion. Parce qu'il y a un sage, un militaire chinois, Sun Tzu, qui a dit « Si tu te connais toi-même, en allant combattre l'ennemi, tu peux gagner. Une fois. Quand tu te connais toi-même et que tu connais l'ennemi, à ce moment-là, tu as 100% de chances de gagner. » Donc nous, ce qu'on a fait, c'est analyser les forces et faiblesses des résistants, ou l'ensemble de mouvements de résistance sur la place de Paris dans le monde entier, les différentes diasporas, et tirer des plans d'action. Donc c'est directement le résultat de nos réflexions. Donc on n'a piqué aucun programme. Voilà, mais qu'est-ce qui expliquerait un peu ce qu'on constate aujourd'hui, je dirais, un peu cette animosité qui a éclaté au grand jour entre, je dirais, vous, puisque certains d'entre vous qui sont chez RC sont encore membres des assises et aujourd'hui son délégué général estime qu'il y a eu trahison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne dira rien d'inconvenant envers les autres. Mais lui, il ne l'a pas empêché de dire que... Voilà. C'est son problème. Oui. Donc c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Parce qu'il faut quand même être sérieux et poser les problèmes sur la table. Si pendant 30 ans, nous ne sommes pas arrivés à détruire, à combattre efficacement le système dictatorial qui est sur la place de Brazzaville, c'est tout simplement parce qu'il a su profiter de nos faiblesses. Si chaque fois il faut se taper dessus pour pouvoir l'attaquer, on s'affaiblit. Et ça fait 30 ans, 40 ans qu'aucun mouvement de résistance sur la place de Paris n'a atteint le but de désintégrer le système qui est à Brazzaville. Donc voilà, c'est tout simplement ça que je dirais. Donc nous sommes dans la synthèse des énergies combattantes, résistantes, de toutes les énergies. La porte n'est pas fermée. Voilà pourquoi on n'a pas appelé ça parti politique. Voilà pourquoi on n'a pas appelé ça association. C'est la raison pour laquelle on a appelé congrès. Donc à partir du moment où c'est une assemblée, un lieu de réflexion pour identifier des plans d'action efficaces pour intervenir contre les régimes de Brazzaville,
tous ceux qui épousent cette stratégie sont les bienvenus. Donc, ce qui explique que M. Nzaba peut avoir toute sa place au sein du CRC. On leur a lancé une invitation pour notre sortie. Le 14 décembre, on leur a lancé une invitation. Donc, il peut venir, il participera, il pourra, et puis on est ouvert. Voilà. On a des réunions auxquelles il peut assister, discuter, proposer des stratégies s'il en a, et puis on débattre. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité est monsieur David Londi, qui est donc chargé de la planification et de la gestion du risque au sein du CRC. Le CRC, c'est le Congrès pour la Renaissance du Congo. Avec lui, nous allons parler non seulement de l'actualité de cette plateforme, mais aussi de l'actualité congolaise de manière générale. Alors, monsieur Londi, vous avez sans doute un point commun avec, je dirais, les assises, et notamment monsieur Nzaba, c'est le fait de bouter monsieur Sassou dehors par le biais d'un soulèvement populaire. Or, pour l'instant, ceux qui observent la scène politique congolaise estiment que c'est quasiment utopique puisque les Congolais sont plus ou moins résignés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne revendiquez pas une certaine culture de la violence au sein du CRC? Ça, c'est une question très, très intéressante qui peut amener à développer un certain nombre de points très importants. Allez-y. Donc, il faut seulement se dire une chose. On ne peut mobiliser qu'un peuple qu'on a organisé. Si on n'a pas organisé un peuple, on ne peut pas arriver à le mobiliser. Parce que les résistants sont des archipels qui n'ont pas de lien entre eux. Donc il faut créer des liens entre les résistants. Il faut les structurer, les organiser, les équiper pour qu'ils puissent réagir efficacement contre le système. Et cela se fait comme la stratégie que le CRC a adoptée, en mode iceberg. C'est-à-dire, il y a une partie visible qui communique, qui est en relation, à peu près 10%, qui est en relation avec le contexte international, le contexte national, pour faire passer un certain nombre de messages. Et il y a la partie immergée de l'iceberg, qui consiste à organiser en fait toute la stratégie opérationnelle. Oui. C'est là, bien sûr, on ne peut pas en parler, puisque, bon, comme vous savez, le contexte n'est pas forcément idéal pour dire ce genre de choses. Donc il faudrait peut-être regarder la violence. Mais la violence de quel côté? La violence de quel côté? Du côté des démocrates et des résistants ou du côté du pouvoir? Est-ce que la violence, c'est pas quand le pouvoir a rasé le village comme le village d'Ikonongo? Est-ce que la violence, c'est pas comme quand le pouvoir s'est mis à bombarder à armes lourdes certaines régions du pays? La violence, c'est pas quand le pouvoir a tiré à balles en pleine ville et des hélicoptères et tout ce qui va avec, toute la grosse artillerie, le domicile de Tsuru, sans tenir compte des civils qui circulaient dans le coin. La violence n'est pas quand les retraités passent 24 mois sans toucher une pension, comment ils vivent? S'ils sont malades, comment ils se soignent? La violence n'est pas quand les hôpitaux et les écoles et les éducations sont les écoles et l'université sont sous-équipées. C'est pas ça la violence. La violence, c'est de quel côté? La violence, c'est du côté du démocrate qui, lui, dit qu'il faudrait effectivement donner à tout le monde la possibilité de vivre décemment. Et c'est ça la première liberté. Et quand on confisque cette liberté, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1948 le dit, qui vient compléter celle de 1935 qui dit quand le pouvoir se comporte avec violence vis-à-vis de son peuple, l'insurrection est un devoir, devient un devoir pour tout le peuple, pour chaque portion du peuple. Donc la violence, ce n'est pas du côté de ceux qui souffrent, c'est du côté de ceux qui l'exercent. Voilà, une violence exercée par le pouvoir actuel que vous qualifiez de dictatorial du côté de Brazzaville. Alors, restons d'abord sur cette fameuse, je dirais, option qui consiste à soulever le peuple congolais. À 6000 km, 8000 km pour certains, vous êtes ici, comment vous l'organisez? Puisqu'aujourd'hui, c'est vous qu'on entend ici, alors que sur place, les voix se sont tues. Tout simplement, je crois que quand on analyse les forces et faiblesses des résistants, sur la place de Paris ou des diasporas dans le monde contre le régime de Brazzaville, l'une des forces, c'est qu'ils ont commencé
à s'opposer avec les modalités de fin du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle avec des outils et de nouvelles technologies. Ce que vous faites là, je vous parle, on discute à travers les nouvelles technologies. Donc, ce qu'on dit trivialement, le monde est devenu un petit village. Et toutes ces résistances, donc l'une des différences qu'on dit par exemple par rapport aux assises, l'une des différences c'est qu'ils n'ont pas intégré dans leur lutte toutes les technologies du XXIe siècle. Aujourd'hui, moi, on a des salles de réunion virtuelles dans lesquelles on peut être 200, 300 sans être forcément au même endroit. Donc nous pouvons organiser des réunions avec nos compatriotes, nos résistants qui sont sur place. On peut être avec eux à toutes les heures, à toutes les minutes. Et nous faisons des réunions avec eux. Donc, cette possibilité, tant que la lutte n'avait pas intégré ce contexte, les outils que les nouvelles technologies mettent à notre disposition pour une résistance efficace, évidemment, on arrive à la question que vous avez posée, je ne vous en veux pas, qui dit que vous êtes ici, alors que de l'autre côté, l'action se passe de l'autre côté. On est avec eux, on peut être avec eux en même temps, on peut communiquer, on peut les équiper, on peut leur donner tout ça grâce aux nouvelles technologies. Alors vous savez quand même que les nouvelles technologies aujourd'hui, comme c'est quand même un luxe, je vais dire, se connecter, c'est quand même, il faut avoir un peu de moyens. Vous avez décrit tout à l'heure les retraités qui n'ont rien, un pays en crise. Comment on peut arriver comme ça à faire en sorte que les gens participent aussi activement à ces nouvelles technologies alors que cela nécessite quand même un coût pour avoir ces datas? La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Je crois que cela, ça c'est une réalité que tout le monde admet. Mais seulement aussi, c'est encore les nouvelles technologies. Parce qu'actuellement, vous pouvez passer par ce qu'on appelle e-Civitech, ce qui peut se traduire par des outils civiques pour la levée de fonds, qu'on peut, si on est bien structuré, bien organisé, pour une cause juste que l'on défend, on peut arriver à lever de fonds. Et puis même au-delà de ça, je vais vous donner un exemple. Bon, on a estimé le coût d'une action comme celle-là, mais je peux vous donner un exemple. Tout simplement. Si tous les résistants congolais, se mettaient à donner, mettons, 10 euros, on arriverait à atteindre le but, le coût de cette résistance serait couvert. À nous. Et pourquoi on ne les a pas atteints jusque-là encore? C'est l'identification est réelle et exacte. Par exemple, le recensement. Personne ici ne peut dire combien de Congolais et comment il y a sur la place de Paris ou même de résistants et comment les atteindre. Parce que je suis certain que là, nous allons mobiliser toutes les ressources possibles pour pouvoir financer cette résistance. Parce que nous allons arriver au but. Le but, nous l'atteindrons. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, atteindre un but, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Mon invité est monsieur David Londi, responsable chargé de la planification et de la gestion des risques au sein du CRC. Alors, David Londi, restons toujours au Congo. On parle aujourd'hui des Congolais d'un peuple résigné. Vous, aujourd'hui, vous appelez à un soulèvement populaire. Or, on sait très bien qu'en 2015, en 2016, les Congolais ont tenté, pour faire barrage, je dirais, au changement de la Constitution, ils ont tenté de se soulever. Mais on connaît le prix humain qui a été payé. Il y a quelques jours, Mavunguzinga rappelait dans le manifeste de Pointe-Noire le nombre que cette ville a payé, par exemple, en perte de vie humaine, par rapport à, je dirais, au moment où il devait changer la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que la culture de la violence qu'on peut imputer avec raison au pouvoir de Brazzaville ne serait pas là exploitée, puisque la police et les forces de l'ordre congolaises n'hésiteront pas sans doute à faire encore couler du sang. Est-ce que cela ne vous retient pas dans cet avis, d'en découdre par le soulèvement populaire avec le pouvoir de Brazzaville? Attention, je pense que là, il faut bien expliquer les choses. Allez-y. Je vais poser tout simplement quelques questions. Est-ce que les Burkinabés, quand ils ont chassé leur dictateur, ils étaient violents? Certains nous ont dit que Brazza, c'est pas Ouaga. Attendez, est-ce que les Tunisiens, ils étaient violents? Est-ce que les Soudanais, ils étaient violents? Est-ce que les Algériens qui manifestent actuellement sont violents? On a quand même on a compté les nombres de morts, si vous permettez, au Soudan, par exemple. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Ceux qui pensent que ceci peut se faire spontanément, c'est-à-dire on arrive, on dit au peuple, soulevez-vous, sautez dans les rues.
cela en tort. Ce n'est pas la démarche du CRC. Le CRC s'est organisé depuis 2 mois pour produire des stratégies de travail en profondeur. Il y a 1001 façons de s'opposer au pouvoir. Ce n'est pas aller défiler dans les rues, porter des pancartes seulement. Il y a 1001 façons. L'histoire, on a plein. Donc, nous, connaissant la nature du pouvoir, on prendra le temps de mettre en place une stratégie, une planification de stratégie donc vous estimez, de défiance politique. Oui, donc vous estimez que le pouvoir va accueillir tous ces manifestants avec des roses, en fait. C'est-à-dire qu'ils seront dans la rue et on leur distribuera des roses. Ils ne seront pas dans la rue. Si vous me permettez. On peut s'opposer, on peut mener une défiance politique sans aller défiler dans les rues. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, s'il y a une chose qui est évidente, le pouvoir de Brazzaville, ça fait 30 ans qu'il s'est préparé, qu'il se prépare à cette action. Il s'est armé, il s'arme, il forme les gens pour contrer ce genre de mouvement. Ça serait stupide d'aller dans les rues défiler et se mettre face à ce pouvoir-là. Par contre, il y a des moyens plus subtils. On ne va pas détailler, vous comprenez. Oui. Il y a des moyens subtils de s'opposer sans être dans les rues. D'accord. En entendant que nous déployez ce moyen dans les rues congolaises, est-ce que vous rentrez à peu près dans la logique d'un projet qui est porté aujourd'hui par monsieur Laurent Dzaba, qui consiste le 26 décembre prochain à demander aux Congolais une désobéissance civile? Encore une fois, je crois que des leçons qu'on peut tirer de ce que nous faisons, cette capacité que l'on devrait avoir d'analyser les échecs du passé, devrait nous pousser à construire, à mettre en place des actions efficaces, plus efficaces. Quand on a demandé à Brazzaville, vous avez rappelé l'exemple, quand on a demandé pour le changement de la Constitution, même en 2016, ville morte, ça n'a pas marché, il y a eu un échec. Pourquoi? Encore cette vérité qui reste une vérité, je dirais presque scientifique. Quand on n'a pas organisé le peuple, vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, un bon soir, en disant tout simplement, levez-vous. Il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait un leadership, il faut expliquer les modalités d'action. Donc, ce qu'on veut dire, même si on lance des appels sur Internet, par tous les moyens, les radios, ce que vous voulez, mais tant que cette organisation n'est pas mûrement réfléchie, ça ne marchera pas, parce que tout simplement, l'histoire nous montre, les gens comme Gandhi, combien de temps ils ont mis pour mobiliser le peuple indien? Combien de temps ils ont mis? Combien de temps Martin Luther King a mis pour conscientiser le peuple américain? Ce n'est pas du jour au lendemain, ça ne s'est jamais vu. Une insurrection spontanée. Il faut préparer. Tout cela se prépare. Ce n'est pas spontané. Vous discutez avec les amis burkina qui l'ont fait. Ils vous diront le temps qu'ils ont mis pour structurer et organiser leur peuple. Donc nous, on passe par ces structures-là. Donc vous ne craignez pas le retour de bâton au pouvoir de Brazzaville? Mais quand on entre en résistance, on s'attend à tous les coups. Tout à fait. Le problème n'est pas de ne pas recevoir le coup, sinon on n'y va pas. Donc, mais par conséquent, mais comme vous avez dit, gestion de risque, dans chaque action que nous entreprenons, il y a un plan de gestion de risque. Et ce plan de gestion de risque permet d'identifier les actions les plus efficaces, avec le moins de dégâts possible. C'est cela, pendant des mois, c'est à ça qu'on s'est concentré. Donc, les gens qui lancent des appels par radio, bon, si ça marche, c'est le but que tout le monde souhaite. D'accord. En tout cas, moi, je ne verrai jamais... Voilà, donc vous ne vous inscrivez pas directement, le CRC ne s'inscrit pas, je dirais, directement dans un soutien affiché à ce type d'action. Sans avoir organisé, structuré, préparé les gens. Oui. Parce que ça ne marche jamais. Le résultat est là. En 2016, les villes mortes, le mot d'ordre de ville morte n'a pas abouti au résultat escompté. Donc voilà. Et quelle leçon en tire-t-il? Parce que ce n'était pas préparé, parce que ce n'était pas structuré. Oui. Alors David Londi, quelle serait l'issue de ce soulèvement populaire? Quand on sait quand même que le régime de Brazzaville, vous l'avez dit tout à l'heure, s'est préparé, que le régime de Brazzaville est quasiment prêt pour affronter, je dirais, tout ce qui pourrait advenir, puisqu'il s'est armé. Or, il y a un chroniqueur du Ziana TV, M. Bawona, qui explique que
Denis Sassou Nguesso est un bon dictateur, puisque le bon dictateur, c'est celui qui meurt au pouvoir. Est-ce que le résultat escompté pour vous, c'est de chasser Denis Sassou Nguesso du Congo, ou de le voir, lors, je dirais, de l'action qui serait la vôtre, mourir au pouvoir ou mourir sur place? Vous savez, quand vous avez un peuple qui souffre, quand le taux de mortalité monte en flèche, je vais vous donner un exemple. Il y a l'université de Sherbrooke qui a publié des résultats. Tout le monde peut accéder, regarder. Vous regardez de 2,5 points, le taux de mortalité a augmenté j'ai calculé, j'ai fait des calculs, c'est à peu près mon domaine. D'accord. Donc, de 97 à 2000, 2,5 points, c'est-à-dire dans la marche normale de la baisse du taux de mortalité, il y a eu un rebond de 2,7 pour une population de 4 millions d'habitants à l'époque. Donc ça fait près dans les 100 000 morts. Vous ne pouvez plus vous contenter d'attendre. Il faut agir. Vous ne pouvez plus vous contenter de dire, voilà, il va mourir au pouvoir. Non, il a fait des crimes. Pour cela, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. C'est quoi le régime de Brazzaville pour vous, en fait, David Londi? Le régime de Brazzaville, c'est une dictature. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Tout le monde le dit. Hein, je n'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller chercher loin. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour le prouver. Donc, pourquoi je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour le prouver? Je prends leur constitution. Je prends la constitution du Congo-Brazzaville. La loi suprême qui organise toutes les institutions du pays. Cette constitution a 2 articles mortifères, criminogènes. Je ne comprends même pas comment des intellectuels, comment des citoyens ont pu écrire cet article. L'article 10 et l'article 96. L'article 10 qui dit qu'on ne peut pas extrader un Congolais, quels que soient les crimes qu'il ait commis. Quels que soient les crimes. C'est l'article 10. L'article 96 dit on ne peut pas punir le président, quels que soient les crimes, donc les crimes humains et financiers, c'est pas président, quels que soient les crimes qu'il ait commis pendant son mandat. Donc, il est lavé de tous ces crimes. Une première mondiale. Dans aucune constitution au monde, vous aurez ce genre d'article. Aucune. Même les dictatures les plus fortes. Pyongyang peut-être aussi Pyongyang, même Pol Pot peut-être, mais il est de cet acabit. Donc, quand vous descendez, même en Amérique latine, où il y avait les Videla, les Pinochet, des dictatures très, très fortes. Même là, ce genre d'article n'existe pas. Donc, il ne faut pas chercher des démonstrations scientifiques pour montrer que le Congo, c'est une dictature, puisqu'il y a ces 2 articles. Rien qu'à partir de ces 2 articles, toute la liberté humaine, tous les droits humains sont foulés aux pieds, puisqu'on peut tuer impunément. Voilà, mesdames, messieurs, on peut tuer impunément. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité est monsieur David Londi, chargé de la planification et de la gestion des risques, au sein du Congrès pour la Renaissance du Congo. David Londi, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la situation du Congo est assez compliquée. On se rend aussi compte que finalement, vous portez un projet qui n'est pas encore compris de Congolais, avec un concept que vous exploitez de plus en plus, mais qui a du mal à prendre, c'est la révolution du fleuve. Alors, on est habitué à entendre le terme révolution au Congo, puisque la République, je dirais, populaire du Congo est issue d'une révolution elle-même. C'est quoi exactement la révolution du fleuve, David Londi? Vous permettez une petite remarque? Allez-y. On n'est plus en République populaire. La République populaire a été une parenthèse de l'histoire de ce pays. Il y a 3 républiques que moi je reconnais étant vraiment des républiques. 60. Après la conférence nationale et celle que nous allons instaurer. Tout le reste est une parenthèse. Alors vous oubliez en fait toute la partie de la gestion pécétiste du Congo avec sa révolution du 13, 14, 15 autres. C'est une parenthèse. Allez-y, je vous l'accorde. Comme le disait un célèbre président Mitterrand, pour ne pas le nommer, pendant la période Vichy, la République française était entre parenthèses. Quand vous privez les gens de la liberté de choix, c'est un droit fondamental, choisir. Parce que le PCT, c'est le parti qui dirigeait l'État. Donc, vous et moi, on n'avait pas le droit d'aller choisir celui qui devait nous diriger. Vous privez la liberté d'expression, parce que le parti mobilisait tous les organes d'expression.
c'est un droit fondamental aussi. Oui. Donc pour moi, c'est une parenthèse de l'histoire du Congo, de ce pays. Donc la Troisième République, c'est celle que les démocrates vont construire. Voilà. Donc, Et cette Troisième République sera issue de la révolution du fleuve. la révolution du fleuve, bien sûr. Qu'est-ce que c'est Parce que exactement? le fleuve, c'est la marque la plus importante au monde du Congo. C'est-à-dire, vous pouvez parler du pays, mais le fleuve Congo est la marque déposée de ce pays. C'est le point le plus important du pays, le fleuve. Donc une référence, un repère. Le fleuve, il va du nord au sud pour aller dans l'océan. Donc de l'Ikwala aux herbes jusqu'à la Fulakari, et va s'unir avec le Kwilu et les autres rivières. Donc vous voyez très bien, le fleuve draine tous les espoirs de tous les affluents de l'Ikwala aux herbes, et dans son lit baignent tous ces espoirs. Et ces espoirs doivent s'unir pour faire face au pouvoir de Brazzaville. Ce qu'on appelait la révolution du fleuve. Donc cette vague qui va descendre du nord jusqu'au sud et qui va déferler, parce que c'est à Brazzaville, Tout à fait. ça se passe. Voilà. Cette vague, ce qu'on appelait la révolution du fleuve. Comme il y a eu la révolution des Zéo au Portugal, comme la révolution de Jasmin en Tunisie. Voilà. Donc, nous, notre marque, c'est la révolution du fleuve, parce que c'est ça qui unit dans son lit tous les espoirs et désespoirs, tous les malheurs et les attentes du peuple congolais. C'est le fleuve. Voilà. La révolution du fleuve a ce sens très fort. Alors, un sens très fort qui est un fleuve qui est tout de même partagé par deux rives, chacun des Congos comme de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, notamment si on prend le lit de ce fleuve, si on prend son parcours de l'Ikwala jusqu'au Kwilu, sauf que là, on croise d'autres pays, notamment l'autre rive du fleuve. Est-ce que vous pensez que cette révolution va, je dirais, s'inspirer en partie de ce qu'on a pu voir il y a quelque temps de l'autre côté du fleuve? Vous savez très bien que quand vous arrosez une plante, quand vous arrosez un jardin, quand vous arrosez une superficie, l'herbe devient de plus en plus verte. Okay. Et tous les espoirs qui sont portés par nos amis d'en face, tous les espoirs qui sont portés par tout le lit du fleuve, tous les espoirs sont communs, partageables. Tout simplement. Donc, moi je pense, et j'en suis convaincu, au CRC nous en sommes convaincus, que l'oasis de paix finit toujours par avoir de l'influence sur la périphérie. En attendant que cette influence soit concrète sur la périphérie, Alain Mabankou parlait de la révolution du bassin du Congo. Est-ce que vous estimez qu'on est là dans une logique que porterait aussi cette révolution du fleuve? Alain Mabankou l'a dit, je valide. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc cet entretien spécial avec monsieur David Londi, qui est donc chargé de la planification et de la gestion des risques au sein du Congrès pour la Renaissance du Congo. David Londi, vous allez avoir un événement très important, ce sera le 14 décembre prochain ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce kick-off? C'est la sortie officielle en fait du CRC. Comment ça va se passer et qui viendra concrètement? Comment est-ce que les gens pourront s'associer à cette sortie? Je veux avoir juste une petite parenthèse d'une minute. Je vous l'accorde, bien sûr, parenthèse. je réponds à la question. Oui. Pour vous montrer le sérieux du CRC, nous avons travaillé pendant des mois en commission. Nous sommes structurés en commission. Tout ce que nous faisons n'est pas un hasard. Tout est structuré, comme je dis, planifié. Donc on a une commission de diplomatie qui s'occupe de toutes les problématiques diplomatiques, parce que le Congo n'évolue pas dans un environnement fermé, en autarcie. On a une commission politique, je ne cite pas toutes les autres communications et relations publiques, mais politique, qui est une commission de combat qui va travailler jusqu'à présent, dès maintenant, travaille sur les problématiques relatives à la transition.
va travailler sur on va coller à la ceinture le système de Brazzaville. On va publier, s'il va parler d'écologie, on publie un document sur l'écologie. Si pas d'économie, on publie un document sur l'écologie. Parce que les dictateurs sont forts par la collaboration que leur apportent les experts. Nous, dans la communauté, il y a des experts qui peuvent produire des articles pour contredire le discours de Brazzaville. Nous, on est organisé comme ça. Maintenant, par rapport au kick-off. Kick-off, ça veut tout simplement dire lancement. Oui, on veut en faire un événement majeur. Parce que, conformément à l'esprit du CRC, nous basons sur des faits, sur ce qui est factuel. Donc, ceux qu'on invitera, c'est des experts dans chacun des domaines qui vont nous exposer les problématiques du domaine concerné. Et partant de là, nous ferons une synthèse et ajuster et réajuster nos plans d'action. Donc, ce sera un mouvement, un événement mondial grâce aux nouvelles technologies. On est en visio. Donc, il y aura les gens des États-Unis, de l'Asie, des Amériques, de l'Afrique, qui seront en connexion directe. Et au Congo, on aura des témoignages par le truchement de Paulin Makaya des conditions des prisonniers politiques au Congo. Donc ça, il va exposer. Donc il sera avec nous dans la salle par visioconférence. On peut débattre, lui poser des questions. Il y aura Clément Mirassa qui va exposer sur la réalité de l'opposition politique au Congo. La vraie opposition. Enfin, l'opposition dite radicale opposée à celle de M. Tchatima Biala. Oui, la vraie opposition. Parce que l'opposition qui cautionne cette constitution, où il y a les articles 10, parce que s'ils siègent dans les assemblées, dans le Congrès, qui sont directement les conséquences de la Constitution. Ils appliquent cette Constitution. Oui. Ils ne peuvent pas s'asseoir dans une assemblée qui est validée par les articles 10 et 96. S'ils siègent, c'est qu'ils valident ces articles. S'ils valident ces articles, c'est qu'ils ne sont plus des opposants. Donc là, vous parlez de M. Kolela et Tchatima Biala, en fait. Hein, voilà, pour ne pas les nommer. Choses concrètement. Pour ne pas les nommer. Oui. Donc, il y aura Clément Mirassa, qui va avec des compétences qu'il a dans ce domaine économique, qui sont indéniables, qui va donc exposer et la situation de l'opposition politique au Congo. Après lui, il y aura des témoignages de tout, puisqu'on parle, quand on compare les révolutions, on compare, bien sûr, il y a des particularités, des amis tunisiens qui viendront exposer leur expérience, des amis soudanais qui viendront exposer leur expérience, comment ils ont fait. Parce que parler, c'est bien. Mais écouter ceux qui ont déjà fait, c'est mieux. Donc, ils viendront pour exposer leurs expériences. Après, pour conclure, il y aura, pour parler de droits humains, Nzila Trésor, qui, lui, va exposer la situation au Congo du respect des droits humains. Trésor Nzila de l'OCDH. Voilà. Donc, qui va exposer? Lui, il sera physiquement. Après, il y aura, pour clôturer toute cette séquence politique, il y aura Maître Diallo Boukounta, l'avocat de Okomi Salissa, qui lui va parler des droits de l'accusé au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, il va nous faire un exposé clair et net dans quelles conditions ces droits sont respectés ou bafoués au Congo. Ben, il va le faire factuellement, puisqu'il a été là-bas, il a été au tribunal. Il a été donc l'avocat de Okomi Salissa. Donc, il le fera. Il sera là pour clôturer. Et puis, la deuxième phase, qui est la phase qui est à la mode actuellement, qui est d'actualité, une actualité qui est nécessaire, l'écologie. Parce que le dictateur se sert de l'écologie comme d'un passeport actuellement. Il était à la COP25, je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est tout simple, c'est cela. Mais seulement, je conseille aux Congolais, à ceux qui nous écoutent, d'aller lire les rapports de Greenpeace sur le comportement de ce dictateur par rapport au gisement de pétrole Ngoki qu'il va exploiter, alors que 64% de ce pétrole, de ce gisement, se trouve dans les tourbières. Les tourbières sont des zones humides qui emprisonnent actuellement 30 milliards de tonnes de CO2 emprisonnées, c'est-à-dire l'équivalent de 20 ans d'émissions de carbone d'un pays comme les États-Unis.
Donc, si ça explose, déjà, ça va être un désastre déjà pour les populations qui habitent là. Ensuite, désastre planétaire. C'est Greenpeace. C'est Greenpeace qui le dit. Donc, ils peuvent consulter Greenpeace sur les tourbières. Et ils verront, et ils ont sommé le président congolais, le dictateur, de pouvoir répondre par rapport à ça. Va-t-il exploiter ce gisement, oui ou non? Quand il parle du fond bleu, pas de l'écologie, mais les fonds bleus, quelle est la réalité qu'il y a derrière? Quand il n'est même pas capable d'apporter les conditions écologiques les plus élémentaires dans l'urbanisation de ces villes. Vous avez vu les inondations. Je me rappelle, nous, quand on était moi, quand j'étais gamin à Brazzaville, on avait la voirie, on avait des caniveaux qui étaient propres. On avait même le soir, parfois, pour les moustiques qui tuaient, qui passaient. La ville était propre. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? On ne peut même plus se rendre à Ngangolingolo convenablement. Vous vous rendez compte, Ngangolingolo? Donc, tout ceci, c'est tout simplement un passeport, comme il a été... Parce que c'est ça le problème. Les résistants ne font pas suffisamment attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Quand les conflits armés étaient d'actualité en Afrique, il s'est mis médiateur. Juste dans la région des Grands Lacs. Il était médiateur de tout, tous les conflits. Le conflit libyen, Grand Lac, il était médiateur. Mais quand on s'est rendu compte que c'était tout simplement du jeu, c'est-à-dire que ce n'était pas des convictions, il s'est lancé sur l'écologie, parce que l'écologie, ça porte actuellement. Il devient écologiste. Nous, on continue, les résistants continuent à taper sur Sassou. Le dictateur a tapé sur ci, a tapé sur ça. Alors que la réalité maintenant, il est un cran devant. On doit être là, en face de lui, et lui opposer résistance. Donc là, on a fait venir, par rapport au kick-off, le docteur Greta Dargy, qui est de l'équipe de Simon Lewis, avec qui on a échangé largement, celui qui a découvert les tourbières au Congo, de l'Université de Londres et de Leeds. Donc ils seront là pour parler de tourbières, pour exposer les problématiques de tourbières, les impacts sur l'environnement et le comportement qu'il ne faudrait pas avoir pour les préserver. Parce qu'il faut dire que c'est les zones humides les plus importantes en zone tropicale. Donc l'écologie revêt, rien que le fait que pour les Congolais, pas forcément, revêt une importance capitale. Oui. Alors, sur cette question écologique, David Londi, vous avez évoqué les inondations et autres catastrophes naturelles qu'on constate au Congo. On vous arguerait en disant, aujourd'hui, le Congo n'a pas le monopole de ces inondations. Si vous voyez un peu partout en Afrique, même ici en France, ces pays sont aussi confrontés à ces dérèglements climatiques. Je veux bien accepter. Mais avant, quand il n'y a pas d'inondation, vous promenez dans la ville, vous regardez l'urbanisation, vous regardez, tout simplement. Un pays qui a environ qui a un PIB qui avoisine les 15 milliards, Banque mondiale 2015. Promenez-vous dans les rues, regardez, observez l'aménagement des rues. C'est clair qu'il ne faut pas sortir de pont et chaussée pour comprendre que la moindre petite pluie va causer des dégâts. Donc, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer. Voilà, mesdames, messieurs, on ne peut pas comparer. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc cet entretien avec David Londi, qui est chargé de la planification et de la gestion des risques au sein du Congrès pour la Renaissance du Congo. Je rappelle donc le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, est une plateforme qui va faire son kick-off, c'est-à-dire sa sortie officielle. Ça se passera le 14 décembre prochain à Paris entre 10h et 18h. Vous pouvez nous indiquer le lieu, des numéros de téléphone ou sinon le site internet du CRC qui permettrait aux gens de trouver des informations directement. Je crois que pour avoir une information exhaustive, il faut se rendre sur le site du CRC. D'accord. www.crcbraza.org. Voilà, donc www.crcbraza.org, c'est le site officiel. Allez-y, vous voulez compléter quelque chose? Ouais, je voulais parler d'un autre point qui est vraiment important. On ne peut pas passer à côté de celui-là. Panama et Paradise Papers
ont publié la liste des gens qui ont détourné de l'argent au Congo, même Global Witness. On arrive, Panama Papers, les gens peuvent consulter, peuvent aller voir, près de 9 milliards de dollars détournés. Pour vous donner un exemple, pour vous donner un point de comparaison, 9 milliards, le budget du Congo 2018, c'est 2,5 milliards. Là, des individus, 4 individus à 5, ont détourné 9 milliards. Dans certains pays, ce scandale a fait démissionner des personnalités importantes. Au Congo, certains continuent à occuper des fonctions régaliennes. Lesquels? Vous pouvez nous les citer, s'il vous plaît, M. Londi? Je peux vous en citer. Les Bouya. M. Bouya, donc, qui est ministre des Grands Travaux et de l'aménagement du territoire. Et vous pouvez, vous pouvez aller voir Panama Papers. On va faire la liste avec vous, comme ça, on va les indiquer pour que les internautes suivent très bien, qu'ils comprennent. Je voudrais bien, on a eu M. Bouya. Je préfère leur dire, c'est pas mal, qu'ils aillent voir les publications de Panama et Panama Papers. C'est un consortium de journalistes du monde entier. Donc on ne peut pas dire que c'est tout simplement peut-être des journalistes français qui n'aiment pas les Congolais, ou c'est du monde entier. Sur le CID. Voilà, au CID. Voilà. Ils n'ont qu'à aller voir, à fouiller, ils verront toutes ces publications. Je ne parle même pas de tous les autres procès. Est-ce que c'est une nouvelle pour les Congolais, M. Londi? Ils le savent, ils le connaissent, ils le suivent. Oui. Ils sont bien informés. Donc, en les invitant à aller suivre ça aujourd'hui, ça change. Qu'est-ce que ça apporterait en plus par rapport au combat qui est le vôtre ou au projet que vous portez, vous, aujourd'hui, M. Londi? Mais vous savez, vous êtes du domaine, vous faites de la communication. L'un des points faibles, l'une des faiblesses de nous, les résistants, c'est l'efficacité de la communication. Donc, nous allons amplifier cette communication. Nous allons, quand je vous ai parlé de la commission politique, cette commission va produire des éléments et communiquer sur ces éléments. Ils seront publiés dans tous les pays, comme on vous a dit. Le CRC, c'est partout dans le monde. On a des compatriotes, des résistants canadiens, américains, même en Chine, sans parler de l'Europe. Dans chacun des sites que l'on peut contrôler, ces documents, des travaux seront publiés avec des articles factuels sur tous ces éléments. Parce que il faut dire que le Congo, actuellement, je ne dirais pas grâce, du fait du dictateur, est dans l'électronisme. 17% du taux de pénétration d'Internet. 17%. C'est un fait voulu. C'est-à-dire, il y a eu l'illettrisme plutôt. Là, on est dans l'électronisme, c'est encore plus grave. Parce que le retard sera beaucoup plus difficile à rattraper. Donc voilà. Et ça, donc les relais, il faudrait qu'on ait tous les relais pour pouvoir diffuser ce genre d'informations. Et nous les diffuserons. Voilà, en attendant que vous le diffusiez, David Londi, on arrive quasiment à la fin. Alors, une question. La dernière fois, je recevais sur mon plateau Monsieur Ferdinand Moukala, qui était quand même, je dirais, un homme assez avisé et qui parlait de la paix en disant qu'il n'est pas pour la paix ou qui est contre la paix. Personne, notamment, je pense que vous le soyez, vous aussi, vous êtes un homme de paix. Or, il y a aujourd'hui quand même un projet qui est aussi porteur, je dirais, de paix, c'est le dialogue. M. Mbéry est en train, le président de la Commission nationale du dialogue, est en train, je dirais, de parcourir le Congo. Ses équipes sont aujourd'hui à Pointe-Noire, d'après nos informations, afin de pouvoir sensibiliser les acteurs politiques que vous êtes, ceux qui sont là-bas, par rapport à cette question du dialogue. Vous, aujourd'hui, vous prenez le soulèvement populaire, ce qui n'est pas en soi un dialogue, puisqu'il y a un homme qui devrait quitter par, je dirais, peut-être par le biais de la violence ou par d'autres biens, en fait, qui doit libérer son fauteuil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Congolais ont plus besoin de se parler, quand on voit quand même, je dirais, ce paysage politique aussi morcelé, ce paysage des relents je dirais, tribalistico, je sais pas, vous voulez, d'autres expressions qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. A-t-on pas besoin, tel que vous le savez, tel que les ancêtres bantous le font d'habitude, de s'asseoir, de parler et de voir comment est-ce qu'on peut arriver à une solution par rapport à la crise sociale, politique, économique que le Congo est en train de subir aujourd'hui, Monsieur David Londi?
Dans certaines situations qui ne portent pas sur les droits fondamentaux, donc qui peuvent donner lieu à un compromis, le dialogue est le moyen le plus efficace, le plus abouti dans une démocratie. Mais quand les droits fondamentaux sont en jeu, ce n'est pas un outil efficace. Les droits fondamentaux, liberté de choisir, liberté d'expression, liberté de croire. Bon, là, ça quand ces droits sont menacés, le dialogue ne peut pas être efficace. Et puis même, c'est pas ça. Le dialogue, jusque-là, dans ce pays, n'a servi que d'amortisseur à la colère légitime des populations. Et vous voulez que cette colère s'exprime? Il y a eu, je vous dis, vous me permettez... Allez-y. Il y a eu combien de dialogues dans ce pays? 5. Vous en tâtez les résultats? Il y a eu le dialogue national exclusif, aboutissant à 5 ans de transition flexible. Il y a eu le dialogue dit de Brazzaville, organisé l'élection présidentielle de la même année. Dialogue d'Evo pour organiser les élections législatives. Dialogue de Dolisie pour les élections locales. On avait vu les résultats. C'est tout simplement pour vous dire. Il y a aussi le dialogue de Diatta, qui a été organisé en 2015 par vos amis. Voilà. Donc, enfin, les gens de l'opposition. Non. Je préfère dire pas les gens de l'opposition. Parce que moi, ami, ça peut... Enfin, je veux dire, voilà. Je ne pense pas que vous soyez de la mouvance présidentielle. Je ne pense pas que vous soyez de la mouvance présidentielle. Non, il faut être précis. D'accord, allez-y. Merci pour la précision. Je vous en prie. Donc, je dis tout simplement que un géant ne va pas négocier avec un nain. Un puissant ne va pas négocier avec un faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout est rapport de force. Qu'est-ce que le faible va mettre sur la table pour arriver à un compromis? Sa bonne volonté. Sa bonne volonté. Quelle garantie le faible va-t-il avoir que le puissant va respecter sa bonne volonté? Quelle garantie va-t-il avoir? C'est ce qui s'est passé. Aucun des dialogues n'a donné un résultat. C'est tout simplement un moyen de plus pour endormir les populations. Donc, je vous dis, il n'y a que 4 possibilités. Oui. Alors, j'aimerais juste vous rappeler que vous allez recevoir Paulin Makaya. Lui, il est pour le dialogue. Écoutez, on vous a dit au départ que nous sommes dans le CRC. Mais je suis d'accord avec vous, mais je vous dis quand même, aujourd'hui vous allez avoir quelqu'un lors de qui viendra témoigner des souffrances de ceux qui sont emprisonnés, je dirais, d'une manière assez arbitraire au Congo. Sauf que lui, il veut aller au dialogue avec ce pouvoir. De quoi il va parler? Mais vous lui poserez la question quand il sera avec vous. Je pense que vous l'aurez su. Oui. Il va parler du droit du prisonnier, des conditions des prisonniers politiques. Tout à fait. Mais après qu'il ait parlé avec vous, il ira parler avec Denis Sassou Nguesso. N'a-t-il pas été prisonnier? Ah ben ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Moi, ce que je voudrais, M. Loni, c'est juste une certaine cohérence. Oui. Si vous me dites aujourd'hui que vous ne pouvez pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, sauf que pour votre sortie, vous allez recevoir quelqu'un qui est un grand témoin, et ça je l'accorde, puisque monsieur Paulin Makaya a payé de sa chair par rapport à tout ce qui est arbitraire au Congo, mais en même temps, monsieur Makaya va participer, puisqu'il a défendu ce dialogue, après qu'il ait échangé avec monsieur Akwala et d'autres qui étaient passés le voir. Vous avez bien compris. Dans le kick-off, chaque conférencier va avoir un thème précis. Et tous ceux qui viennent, Maître Diallo Boukounta n'est pas au CRC. J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais tout simplement, c'était juste pour une question de cohérence. Si aujourd'hui vous acceptez que les gens viennent témoigner chez vous en leur accordant tout le crédit nécessaire par rapport au thème qu'il leur a alloué, dont acte. Cependant, je vous dis juste que ces mêmes personnes vont demain aller dialoguer avec Sassou. Comment allez-vous les regarder quand ils sortiront de ce dialogue? Est-ce que vous les reprendrez pour venir chez vous afin de vouloir porter un autre témoignage à un moment ou à un autre? Le CRC, donc j'insiste bien sur le C, congrès, ça veut dire assemblée, réunion. D'accord. Donc on accueille, c'est un lieu de débat, de discussion, d'échange. Très bien. Donc Berry Martin a aussi sa place, je pense, au CRC. Berry Martin peut aussi avoir sa place au CRC. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Paulin Makaya, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais adhéré au CRC, n'est membre du CRC. C'est un congrès, il n'y a pas besoin d'adhésion. C'est un congrès. C'est un congrès, voilà. Il n'y a pas besoin d'adhésion. Voilà. Et donc, Paulin Makaya, pour ce qu'il a souffert dans sa chair, il peut l'exprimer, sa souffrance. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que nous épousons
salit la démarche qui est la l'idéologie sienne. qui est la sienne. Voilà. C'est ses convictions. Par définition, quand on est démocrate, on doit être capable d'accepter Très bien. les convictions de l'autre. Voilà, donc ça signifie que quand on est démocrate, vous pouvez aussi accepter les convictions de Méry Martin de venir éventuellement participer au CRC. Méry Martin, mais il s'avère qu'il n'est dans aucun des thèmes retenus Oui. pour pouvoir venir discuter. S'il y avait un thème qu'on avait identifié dans lequel il aurait été utile et parlé, on l'aurait invité volontiers. Mais pour l'instant, il n'y a pas de thème pour lui. Il n'est pas prisonnier. Il n'est pas dans l'opposition politique. À ce moment-là aussi, à cette allure, on peut inviter le dictateur aussi. Puisque nous sommes dans un congrès, pourquoi pas. Oui, non. Voilà pourquoi c'est bien précis de dire une chose. Oui. Tous ceux qui viennent là, viennent sur la base des thèmes bien précis. Le thème de M. Méry Martin n'a pas été identifié. D'accord. Donc, il ne peut pas être là. Donc, Et enfin, il ne peut pas être là en Makaya- tant qu'intervenant, mais il peut et- être et là Paulin- en tant que participant Oui, congolais. il peut venir s'asseoir, il prend la chaise comme tout le monde. Donc, je Il- pense que il M. écoute, Méry, suivez ce jour-là, si vous il êtes chez écoute, vous, il écoute. suivez sur Ziana TV, je pense, vous pourrez avoir en direct il- les il- résolutions. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Il peut même se connecter s'il n'a pas le boîtier. Mais Donc, je pense qu'il se connectera, ou voilà, encore aller voilà. à Kuala qui accompagne Donc, sa communication, oui, voilà, devrait voilà. se connecter pour Voilà, avoir... voilà. On n'a pas identifié un thème qui correspond à la position politique, politique de Méry Martin. Dans En notre faiseur programme. de paix, non. Pour vous, c'est pas... Mais je vous ai expliqué que c'est une question de rapport de force. On a Là, bien est compris, d'accord, David monsieur Londi. Cyr. Voilà, on a bien compris. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct. Monsieur Londi, on arrive quasiment à la fin. J'aimerais juste que vous rappeliez, en fait, aux gens qui nous suivent, l'événement que vous organisez le week-end prochain, Donc, ici à Paris. Le week-end prochain, ça sera un événement majeur. Parce que là-dedans, ceux qui viendront vont assister à l'exposé des faits de la plupart des contradictions qui traversent le Congo, que ce soit politique ou écologique. Donc c'est un événement majeur. Des gens d'envergure, des experts dans leur domaine chacun, ou des témoignages qui sont des éléments factuels. Donc j'encourage tout le monde à venir assister à cet événement qui sera majeur, le 14 décembre, de 10h à 18h, Donc, à Paris. à Paris. Et les informations pratiques sont sur le site internet. Sur le site internet, allez sur le site internet, vous aurez encore beaucoup plus d'explications que le temps que vous m'avez si gentiment Tout à fait. accordé pour Et expliquer, qui passeront sur ce site-là. Mais il faut seulement savoir une chose, je devais conclure Allez-y, sur un point. allez-y. Est-ce qu'il les faut pro- s'inscrire déjà pour ça? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir ou on débarque comme ça le même jour? Les gens, on débat, non, ils ne pas s'inscrire, ils viennent. On n'a pas D'accord. besoin de Voilà, ça. donc il n'y a pas besoin d'inscription préalable. Il Voilà. suffit d'être là ce jour-là et Voilà, puis voilà, l'accès est libre. Donc oui, voilà, l'accès est libre. Pour résumer, les populations congolaises se retrouvent devant 4 choix. 4 choix possibles, il n'y en a pas 5. Le premier choix, c'est les élections, le CRC dit non. Le deuxième choix, c'est le dialogue, le CRC dit non. Le troisième choix qu'on n'a pas abordé, c'est un coup d'État. Même si le CRC s'appuie sur 3 forces majeures, les forces civiles, militaires et policières, et les forces des églises. C'est ça, ces 3 forces-là forment un tout, parce qu'ils vivent les mêmes conditions et les mêmes contradictions. Il y a des retraités civils, militaires, ou de retraités qui sont, l'église, je ne sais pas dire combien sont payés, qui ont des mois de retard. Malades, il n'y a pas de pancartes formées et qui disent, voilà, ici c'est tout simplement pour les civils, ils vont dans les mêmes hôpitaux qui sont dans les conditions difficiles. Donc, sur ces 3-là, on ne peut pas, donc le troisième cas, le coup d'État, c'est ce que le dictateur a préparé le plus. Et on ne sait pas, vous avez entendu le bruit de bottes des généraux comme les Dabira et l'autre qu'on appelle avec la barbe blanche? Monsieur Nyangambwala. Voilà, vous avez entendu. Ça ne peut pas être un espoir pour le pays. Mais il y a Donc, M. Mbao aussi il qui reste- voudrait un coup d'État donc, sur il le reste- général Mbao, donc, si il je me reste- rappelle bien. Donc il reste la 4e solution. Oui. La 4e solution, c'est l'insurrection populaire. Je dis les mots, je soutiens. Il n'y a que cette possibilité-là qui reste.
Et le peuple congolais n'est pas un peuple résigné. C'est le peuple le plus politisé d'Afrique. Il a montré dans son histoire. Il a montré en 63. Mais ça, c'était au XXe siècle. Ça, c'était au XXe siècle. C'était au XXe siècle, oui, avec les moyens, les outils de résolution des contradictions de l'époque. Voilà. Donc, nous attendons qu'au XXIe siècle, voilà, le peuple congolais puisse rappeler, en fait, cette glorieuse mémoire du XXe siècle. Il n'est pas résigné. Par rapport à son état de peuple révolutionnaire. Je rappelle juste pour le coup d'État qu'il y a aussi le général Mao, qui lui est pour un coup d'État et non pas pour, je dirais, une élection ou encore un dialogue. Encore une fois, nous sommes un congrès. Oui. Si c'est ses convictions à lui, il a certainement réfléchi, il a certainement posé, analysé les stratégies, il a planifié toutes les actions. Moi, j'ai rien à ajouter par rapport à cela. Je me focalise sur ce que fait le CRC. Nous pensons que la meilleure stratégie, c'est celle que nous avons planifiée. La révolution du fleuve. Voilà. Très bien. J'espère que vous aurez pêché dans la révolution du fleuve, puisque le fleuve est là, avec, je dirais, une abondance sur le plan de tout ce qu'on peut proposer en matière de pêche. Merci encore, David Londy. Allez-y. En matière de ce qu'on peut spécifiquement, nous sommes dans une planification bien spécifique. Je vous tiens, monsieur Cyr. Merci. Voilà, vous avez bien compris, mesdames et messieurs. Merci encore à Doris Kamozenze qui a réalisé cette émission. Merci à David Londy, notre invité. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Et le CRC vous donne un rendez-vous. Ce sera le 14 décembre prochain à partir de 10h à Paris. Pour toutes les infos, allez-y sur le site internet www.crcbraza.org ou .com, ça dépend, mais enfin... .org. Voilà, donc, voilà, .org. Donc, n'hésitez pas d'aller chercher ces informations. L'entrée, l'accès libre. Donc, si vous avez du temps, si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas de vous y rendre. Voilà, encore merci. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.